famille de coca.ch, le site de vente en ligne a ouvert hier une nouvelle plateforme appelée Kids pour les produits destinés aux jeunes parents. Fondée en 2005, la communauté s'était déjà étendue au monde du sport, de la cuisine ou encore du vin. Mais pour Pascal Meyer, fondateur du site, pas question de perdre de vue le concept d'origine, principalement tourné vers le gadget et la technologie. On se donne pas d'idée de base parce qu'en fait sur Kids, l'idée c'est aussi de proposer justement des produits un petit peu geek mais pour enfants ou des nouveautés. On s'est rendu compte qu'il y avait énormément de produits qui ne sont pas du tout disponibles en Suisse. Et hier, pour le lancement de la plateforme, pas moins d'un demi-million de pampers se sont arrachés en quelques 30 minutes. Bon, ben voilà, Rolex Learning Center, ils ouvrent un nouveau pavillon derrière, une sorte de musée, il me semble. Et du coup, on va aller voir ce que ça nous réserve. Et blanc. On aura donc dans cette journée pour objectif essentiel de faire se rencontrer ces acteurs entre monde scientifique et monde médiatique. Et donc j'ai voulu commencer la journée avec le monde scientifique, parce que finalement on a un petit peu la tendance de d'abord donner la parole aux médias quand on parle de l'avenir des médias. Et c'est intéressant de voir ce qui se fait. Par exemple, sur ce site de l'EPFL, on aura une journée en deux parties, si vous voulez, la première en trois parties pour faire court. Première partie, quelques exemples de ce qui se fait ici à l'EPFL, en matière scientifique et de recherche, ou d'entreprise, on en parlera avec Camilla Marcram de Frontiers, en matière de recherche, de science et de convergence avec les médias. Et on aura ensuite le plaisir d'entendre Doris Leuthard, je l'ai dit, puis la parole sera donnée à quelques-uns des principaux acteurs médiatiques suisses, que ce soit Ralph Buchy, M. Journeau, Thierry Journeau, ou le plaisir de recevoir également un représentant de Google, avec nous, Philippe Colombet, qui sera ici. On en parlera d'ici quelques instants. Et puis ensuite, des tables rondes, des discussions, et un salon d'exposition de ce qui se fait en matière d'innovation. Et du coup, cette vidéo va se séparer en deux parties. La première, la présentation de la conférence et des différents acteurs de celle-ci. Et la seconde, la présentation des startups qui étaient présentes à cet événement et quelques interviews avec eux justement. Et du coup, l'avenir des médias à l'heure du Big Data, tel était le thème de la conférence. Il y avait la SSR, Ringier, Swisscom. Et qui était aussi un peu d'ailleurs présente pour faire du lobbyisme. Un peu, c'est un mot mesurable. À vous de juger. Enfin bon, vous pouvez compter sur le Conseil national Fatih Derder pour justement organiser cela avec le réseau et les présenter. Donc c'est lui l'intervenant qui présente justement les autres intervenants. Il y avait Alain Rebetec qui se baladait de chaque côté pour les interviewer. Alain Rebetec est donc un journaliste de la RTS si vous ne le connaissez pas. Et pour les étrangers, RTS, Radio-Télévision Suisse, fait partie de la SSR qui gère les télé et radios de la Suisse. Ringier est un éditeur de presse, un des deux grands de Suisse avec Tamedia, et Swisscom c'est notre opérateur mobile le plus connu. Enfin bon, tous contre Google, c'est un peu ce que j'ai pu retenir aussi. Tous contre le géant, et vous le saviez, former un géant, former une média vallée. Bref, à vous de voir. Collaboration naturelle et spontanée, je ne le remercierai jamais assez. Mais enfin voilà, toutes celles et ceux qui sont dans cette salle, je crois, partagent un constat. Un constat qui est celui de cette société numérique qui entraîne des bouleversements d'une ampleur sans précédent pour tous les médias. Des bouleversements qui touchent évidemment les modes de production, de fabrication des médias, mais aussi les modes de distribution. Et également, et c'est sans doute le plus important, toute la relation aux audiences avec l'irruption de modèles participatifs dans lesquels le public alimente le flux de production et surtout conteste toute posture médiatique autoritaire. Et c'est très important parce que c'est un vrai changement de paradigme. Cela bouscule évidemment complètement indistinctement la radio, la télévision, la presse écrite, tous les acteurs médias historiques. Vous voyez que d'autres régions ont quelque chose de très spécifique. Si vous prenez par exemple le Valais suisse roman, il se trouve différent de la Suisse alémanique parce qu'il est roman, il se trouve différent du reste de la Romandie dans la manière dont c'est juste agnostique, il n'y a pas d'interprétation là-dessus, c'est vraiment... Et puis finalement, ce qu'on peut faire, c'est également... s'intéresser à un aspect qui est celui de la presse scientifique. Avec Camilla Marcram, CEO de Frontiers, qui nous rejoint. J'espère que vous avez de la place pour installer votre laptop. Ça peut marcher. Frontiers est une entreprise, vous pourrez dire une start-up, enfin je crois que c'est un peu plus qu'une start-up aujourd'hui. C'est une des plus principales sociétés d'édition scientifique, basée sur l'open access, qui est basée ici à l'EPFL. 140 collaborateurs aujourd'hui, c'est ça? Environ. Voilà, on aura l'occasion de leur parler, et qui propose essentiellement, passablement aussi sur ces questions de données et d'algorithmes. Madame Marcram, je vous cède la parole.
Alors, qu'est-ce que Frontier? Frontier, bon, vous l'aurez remarqué, mon accent, on n'en parle même pas en anglais. Mais alors, de ce que j'ai compris, c'est une plateforme qui réunit en fait tous les papiers et qui les publie scientifiques qui sont véridiques, qui ne seraient d'ailleurs pas forcément ailleurs. Donc, je vous ai pris quelques photos du site web que vous voyez là, en gros pour les mots les plus importants. Après, à vous de juger, mais j'ai trouvé que c'était une très bonne initiative en tout cas et que c'est quelque chose qui vaut la peine parce que souvent il y a beaucoup de papiers scientifiques qui sont pas mis en avant ou qui sont difficiles à trouver et tout ça. Et enfin bref, c'est compliqué. Vraiment, l'avenir, c'est d'essayer de simplifier ces choses-là pour que la science soit mieux et plus accessible surtout à tout le monde. Et donc compréhensible parce que c'est comme ça qu'on aide à faire avancer les choses. Désespérément de l'essence de documents qui sont beaucoup plus massifs, beaucoup plus importants que l'armée qui est en train de les cartographier. On peut estimer probablement que dans 99% en fait, des documents sur notre histoire n'a pas encore été étudié. Donc c'est important ce phénomène, c'est important parce qu'il s'exprime de multiples manières, en particulier de manière culturelle. Nous avons l'impression que le présent s'est énormément étendu. Et si on représente le traditionnel sablier du temps qui passe, ça c'était peut-être la situation normale, vous êtes dans le présent, mais vous savez en fait ce qu'il y a derrière vous, et puis vous anticipez le futur. Un des phénomènes de l'expansion du présent, de l'hyper-documentation, c'est peut-être cet énorme col ici qui fait que le passé s'éloigne, il s'éloigne toujours plus incompatible, et immanquablement avec lui le futur, c'est-à-dire l'incapacité à avoir une horizon temporelle sur plus de 5, 10, 20, 100 ans. Pensez que dans les siècles précédents, malgré l'absence de technologie, les gens vivaient dans un horizon temporel bien plus large. Donc la mission de mon laboratoire, c'est d'essayer de tout faire tant qu'il est encore temps pour jeter des ponts sur cette faille qui est en train de se creuser, pour tenter de rendre compatible le monde d'avant, qui, de notre point de vue, est quasiment un territoire vierge, car il est non cartographié, non accessible, quasiment non documenté. Alors on commence avec des choses très pratique, très concrète, grâce à l'école de l'État de l'art. Et c'est ce système-là que nous mettons en place pour petit à petit faire un pré-tri qui, évidemment, par les historiens, par les urbanistes et ceux qui connaissent l'histoire de la ville, pourra être affiné, corrigé, etc., mais qui sert déjà, en fait, de premier repérage et de nous donner les éléments visuels qui vont être utiles pour une reconstruction de la ville dans le passé. Et puis, il s'agit de trouver donc ces points homologues, ces points qui font communiquer l'ensemble de ces représentations. Ici, vous avez les éléments vectoriels de Parce que j'ai besoin du service. Et je viens d'accepter les conditions générales de Google, et autant dire que les conditions générales de Google, soit on les lit, soit on les accepte. Donc, en l'occurrence, je ne les ai pas lues et j'ai accepté pour faire ma recherche. Donc là, il y a un vrai problème de maîtrise, et je pense que par rapport aux usages qui seront faits de mes données, tout ce qui n'est pas imaginable au moment où je donne mon consentement devrait être interdit. Ça, c'est ma vision. Tout ce qui, quand j'arrive à imaginer plus ou moins ce que fait Facebook, j'en ai besoin. Mais tout ce qui dépasse, toute la vente, toute la commercialisation de ma valeur marchande, là, fondamentalement, je ne suis pas d'accord. Et surtout, il y a une chose que moi j'aimerais qu'on discute, c'est qui possède les algorithmes. Parce que qui possède les algorithmes a le pouvoir. C'est un pouvoir magistral, et aujourd'hui c'est la black box totale. Et fondamentalement, moi ce que j'ai pas envie, c'est qu'on me réduise à mes choix précédents. Hein, on a dit la personnalisation, etc. Moi je suis pas d'accord que certains prétendent me connaître. Parce que j'ai peut-être envie de lire autre chose que ce que j'ai lu par le passé. Donc attention quand même à ne pas se faire manipuler, à se faire commercialiser et à se faire réduire à ce que les algorithmes disent de nous. Je pense que ce qui a été dit, que c'est la confiance est primordiale, c'est vraiment vrai pour le cas de Google, parce que si les utilisateurs ne font plus confiance, on va avoir des problèmes de fonctionner. Et donc justement, ces points qui ont été relevés, on a travaillé dessus. Il faut aussi admettre qu'on a fait des erreurs dans le passé, on ne les nie pas, mais justement, c'est des illustrations, comme des mots-clés qui ont été lancés même par le préposé fédéral, les conditions générales. Justement, on n'a pas les 200 pages chez nous, et je vous invite à les lire. On a fait un effort de les lire, de les rédiger dans des termes compréhensibles. Ça comprend maintenant 4 pages. Et je vous invite aussi de regarder le site My Account, en anglais c'est mon compte, en
français, où justement vous avez en tant qu'utilisateur l'opportunité de régler, de comprendre ce qui se passe avec les données, de faire ce réglage, justement, d'avoir la transparence, le contrôle et d'avoir la compréhension. Ça, c'est typiquement quelque chose qu'on a développé avec une start-up locale. Donc nous, on croit beaucoup à cet échange-là, et pour nous, ça nous paraît très important de discuter avec des acteurs ici qui vont apporter des solutions innovantes. Les autres, les Facebook, les Google, pour nous, c'est le nouveau kiosque actuel. Disons, on doit passer par ça, on doit connaître leur algorithme, savoir comment ils font. Il ne faut pas trop fantasmer aussi sur leur omnipotence, leur plein pouvoir. J'ai fait une photo ce matin de Frédéric Kaplan qui parlait, Dieu sait qu'il est brillant, et Facebook a d'office mis Écublanc Fribourg. Donc voilà, il y a quand même encore des bugs dans la technologie, hein, ils sont fantastiques, mais il y aura aussi un effet de balancier. Il y aura un effet de balancier aussi de la part des lecteurs qui, quand vous avez 1,7 milliard de clients, quand vous êtes Facebook, c'est fantastique, mais il y a un moment donné, vous n'êtes plus le truc sympa et cool que tout le monde aime, vous êtes juste une méga corporation, et à ce moment-là, eux aussi vont avoir les problèmes que nous avons, les journalistes, depuis bien longtemps, de savoir qu'on est défiés, que les gens n'aiment pas qu'on les prenne de haut et qu'on leur dise ce qu'il faut penser. Alors bon, pourquoi est-ce que finalement j'ai mis ces quelques séquences et pas toute la conférence en entière, ou pas que les trucs que je jugeais hyper importants, etc. Enfin, c'était surtout pour vous montrer comment ça se passe ce genre d'événement. Pour vous montrer que c'est important d'y aller, pour voir à peu près qui est, de quoi il parle, et surtout développer un peu votre esprit de critique pour ce genre de sujet ou de start-up ou tout ça. Enfin, finalement, voir les différents acteurs du marché en Suisse romande, parce que c'est important de savoir au moins leur nom et qu'est-ce qu'ils font. Et en plus, comme ça, vous pouvez vous faire du networking, les rencontrer et parler avec eux. Je pense notamment à Stéphane Godet que vous venez de voir, rédacteur en chef du Temps, qui est avec nous à la Silicon Valley. Et le fait de l'avoir vu quelques jours avant à cet événement, c'était un plus aussi. Donc oui, vraiment, dans les prochaines vidéos que je ferai sur ce genre d'événement, je prendrai vraiment que les trucs les plus importants et intéressants, des interviews, des trucs comme ça. Mais là, il fallait quand même que je vous montre un peu à quoi ça ressemble et que vous loupez peut-être quelque chose quand même. Donc je pense prochaine vidéo justement pour ce que je disais au début, c'est-à-dire les interviews de start-up. A tout de suite.